Donc on va commencer. Bienvenue au webinaire partie de l'URPS Infirmier Nouvelle-Aquitaine. Alors je me présente, je suis Aurélien Brunet, je suis élu URPS, le secrétaire de l'URPS Infirmier Nouvelle-Aquitaine. On a aussi également Corinne Anquebec, qui est élue URPS, qui est là, qui pose question aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Et également, on a Monsieur Vigneron, alors de la CPM des Landes, le conseil informatique service de la CPM des Landes, qui essaie de se connecter, qui arrive à se connecter, on le voit. Et donc, il s'agit de la deuxième thématique que l'URPS Infirmier Nouvelle-Aquitaine développe en webinaire. Nous espérons développer d'autres thématiques en webinaire et être au plus proche des infirmiers sur le terrain. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous partager mon écran pour commencer. Hop. Ici. Voilà, vous devez voir mon écran normalement. C'est bon, Corinne? Oui, moi je le vois. Ok. Allez. Donc, le premier webinaire sur la vaccination. Vous avez reçu un mail avec les 4 webinaires sur la vaccination. Donc, on entrera un petit peu plus en détail dans les 3 autres pour vous les présenter à la fin du webinaire. Donc, aujourd'hui, on est dans la consultation vaccinale de l'infirmière. C'est un nouveau mot, consultation, et l'élargissement de nos compétences. Donc, on est vraiment sur le premier webinaire, donc je vais vous demander d'être indulgent, c'est la première fois que je fais l'exercice. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc le programme, on va dire le menu du jour, même si on vient juste de manger, mais on va déguster un petit peu la vaccination et l'extension des compétences vaccinales des infirmiers, dans un premier temps. Dans un second temps, on verra avec Monsieur Vigneron outil de traçabilité de la vaccination, on va dire plutôt l'espace santé qui est créé par la sécurité sociale qui permettra aux patients de suivre son parcours santé. Et dans un troisième temps, on répondra à des questions fréquentes que les IDEL se posent sur la vaccination, différentes questions, et après on répondra à vos questions. Par rapport aux questions, vous pouvez, au fur et à mesure du webinaire, vous avez un petit onglet conversation. Vous pouvez cliquer sur l'onglet conversation et directement marquer vos questions. Et à la fin du webinaire, on répondra à une majorité de questions. Voilà. On essayera. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on a une extension des compétences vaccinales des infirmiers. C'est une grande première suite aux premières. On a déjà eu la grippe, on peut administrer sans prescription médicale, et il y a eu le Covid. Mais là, c'est sur plus de vaccins. On était vraiment cantonné à la grippe et au Covid. C'est aujourd'hui, c'est une reconnaissance de notre travail, de nos compétences. Et sur ce coup-là, on va remercier un petit peu à l'Ordre des infirmiers, parce que c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de lobbying. Hein. Vous savez, en France, on avance en discutant avec les parlementaires, en essayant de faire avancer les lois. Et donc, c'est vrai que le lobbying en France, le lobbying médical et pharmaceutique est très important. Le lobbying infirmier commence à porter sur le bout de son nez. Donc l'année dernière, en avril 2022, il y a eu un nouveau décret qui a été mis en place, qui nous autorise l'administration de certains vaccins sans prescription médicale pour les patients de 16 ans et plus. À ce jour, en fait, pour l'instant, ça concerne que l'administration. Donc, ça veut dire que le geste de la vaccination et non pas la délivrance. On en discutera un petit peu dans les mesures à venir.
Donc là, vous avez un tableau qui comporte la différence entre avant avril 2022 et après 2022. Donc avant, sur prescription, on pouvait faire le DT polio, coqueluche, HPV, les pneumocoques, les hépatites et les méningocoques. Depuis avril 2022, nous pouvons le faire sans prescription médicale pour les patients de 16 ans et plus. Bien sûr, par rapport aux patients qui ont des terrains d'hypersensibilité, tout ça, que ce soit avant ou après, on n'a pas le droit. Ce qui est aussi la différence, c'est au niveau de la grippe saisonnière. Avant, c'était les personnes majeures ciblées et non ciblées. Aujourd'hui, c'est les personnes à partir de 16 ans. Donc, on a les 16, 17 en plus au niveau des recommandations. Voilà, ça c'est pour la différence avant-après. Donc là, on retrouve exactement tous les vaccins aujourd'hui que l'on peut administrer sans prescription médicale. Donc ça, grippe, diphtérie, la poliomyélite, la coqueluche, le papillomavirus, les infections invasives à pneumocoque, hépatite A, B, les méningocoques et la rage, ce qui est un petit peu plus rare qu'on vaccine contre la rage. Voilà. Donc vous remarquez qu'il y a bien des notions de recommandation vaccinale. Donc il est vraiment super important pour nous, infirmiers, de se référer aux vaccinations recommandées. En dehors du calendrier vaccinal, il n'y a que la grippe en fait, qui est possible pour administrer en dehors du calendrier. Donc, il faut vraiment se référer aux outils qui existent. Donc, vous avez le calendrier vaccinal, qui tous les ans change un petit peu. Et vous avez aussi des outils d'aide à la décision. C'est important aussi, on en reparlera dans le webinaire du 21 mars, où on vous présentera mesvaccins.net. C'est un site internet néo-aquitain qui c'est une plateforme de traçabilité du vaccin, mais également aussi une mine d'informations sur le sujet de la vaccination et qui intègre des outils de décision pour la vaccination. Voilà. Alors là, on a parlé un petit peu du cadre législatif. Là, on va rentrer plus dans le champ conventionnel. Donc, on est un petit peu en avance. Une partie de l'avenant 9 va être mise en place le 23 mars 2023 et cette partie contient la vaccination. Donc, on va avoir de nouvelles cotations par rapport à la vaccination. Lorsque le patient dispose pour la vaccination d'une prescription établie par un professionnel de santé ou que la délivrance du vaccin ne nécessite pas de prescription, ça sera un AMI 2.4. Ce que j'ai oublié de dire, on va revenir un tout petit peu en arrière, c'est qu'en fait, tous les vaccins que vous avez sur la gauche, tous les vaccins que l'on peut administrer sans prescription médicale, aujourd'hui, ce sont des vaccins qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire. Donc, en fait, un patient peut aller en pharmacie, chercher son vaccin et en le réglant. Donc, si vous avez un patient qui dispose d'une prescription médicale ou qui a un médicament qui ne nécessite pas de prescription, c'est un AMI 2.4. Lorsque le patient ne dispose pas d'une prescription préalable établie par un professionnel de santé, ça sera un AMI 3,05. Alors, dans le cadre de l'avenant 9 autour de la vaccination, il y a aussi d'autres mesures qui ont été mises en place. C'est la suppression du supplément grippe AMI 1, mis en place pour la vaccination. Aujourd'hui, par exemple, quand on vaccinait un patient qui venait avec son bon de prise en charge par rapport à la vaccination antigrippale, qui n'était pas signé d'un médecin, c'était 2 AMI 1, un AMI 1 plus un AMI 1. Donc en fait, l'AMI 1 va disparaître, l'AMI 1 supplémentaire, et on pourra coter, comme c'est un vaccin
qui ne nécessite pas de prescription, on pourra coter un AMI 2.4 à la place de l'AMI 2, à la place de 2 AMI. Dans la deuxième mesure qui a été mise en place, c'est la facturation à taux plein de l'acte de vaccination réalisé à domicile, quel que soit le nombre d'actes auxquels il est associé. Donc ça veut dire, quel que soit l'acte, quelle que soit la cotation, en fait, si la vaccination est réalisée à domicile, on pourra le coter à taux plein, ce qui n'est pas le cas au cabinet. Voilà, ça sera vraiment spécifique au domicile. Au niveau de ces cotations, tout ça, vous pouvez retrouver sur le site d'amélie.fr. Directement, vous avez une page vraiment sur la mise en place de la vaccination chez les infirmiers libéraux. Et vous avez vraiment tout le détail des cotations. Et vous avez également le détail de comment on fait. Par exemple, il vous explique que on sera pour une vaccination, on ne sera pas obligé de fournir de pièces, vu qu'on ne sera pas obligé d'avoir de prescription médicale. Alors, au niveau de l'URPS, on infirmière de vaccination. Je sais que c'est vraiment un nouveau mot, consultation infirmière, mais c'est une consultation infirmière de vaccination. Et faire un petit récapitulatif à remettre au patient pour aller chercher son vaccin à la pharmacie. Proposer que le patient puisse dire voilà, j'ai vu un infirmier, je suis en retard sur tel vaccin, je vais chercher tel vaccin. Proposer également se mettre en relation avec le médecin généraliste s'il souhaite une prise en charge de son vaccin. Parce qu'aujourd'hui, donc, on peut administrer le vaccin sans prescription médicale, mais pour la délivrance à la pharmacie, aujourd'hui, on ne peut pas le prescrire. On va voir après que c'est dans les tuyaux, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc, voir une prise en charge avec le médecin traitant, et aussi tracer le nom du patient, tracer le prochain rendez-vous pour l'injection. Et alors, vous verrez tout en bas du courrier, en fait, c'est merci de bien vouloir présenter ce courrier à votre pharmacien. C'est pour se protéger de la vaccination des pharmaciens. Comme ça nous est tous arrivé. Oui, on leur fait déjà, voilà, on les envoie chercher leur petit vaccin pour la grippe et c'est le pharmacien qui vaccine. En fait, ça va permettre vraiment de faire au pharmacien qu'il a rendez-vous avec un infirmier et éviter le détournement de patientèle. Si par exemple le pharmacien fait le vaccin, là on rentre dans du détournement de patientèle et vous aurez des moyens d'agir. Donc le conseil que j'ai pour vous, c'est vraiment de prendre une photo en fait de ce papier quand vous l'avez terminé et que vous l'avez remis au patient. Et au moins tout le monde est au courant qu'il va revenir faire son injection chez son infirmier. Dans un futur, on espère avant la fin de l'année, ce qui serait bien, c'est que ce récapitulatif de consultation infirmière se transforme en prescription infirmière de vaccination et qu'elle soit dispensée en pharmacie sous prescription infirmière. Et donc, ça sera sous le même modèle avec le nom du patient, la date, l'heure, et là, en plus, la prescription sera scorée. Donc, la traçabilité, il n'y aura pas de problème. L'avenir du vaccin chez les IDEL. Donc là, on a vraiment parlé de ce qui a été mis en place l'année dernière par le décret du 21 avril 2022, plus l'avenant 9 qui rentre le 23 mars, qui se met en place sur une partie. Donc là, on va parler plus de l'avenir. En fait, l'année dernière, il y a eu des recommandations HAS qui ont été établies par la HAS sur la vaccination pour les paramédicaux. Donc là, vous avez le petit tableau. Donc, une partie des recommandations ont été suivies justement par les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, dans le plan de loi de financement de la sécurité sociale, alors on a beaucoup parlé à l'automne, mais en fait,
gouvernement souhaiterait que nous puissions prescrire 14 vaccins par infirmier libéral. Donc une prescription, mais une prescription de délivrance en officine. Et aujourd'hui, on est dans l'attente de la mise en place d'un décret. C'est dans le plan de loi de financement de la sécurité sociale. Est-ce que ça va sortir? On espère. Quand? On ne sait pas. Mais aussi de voir que la HS nous reconnaît nos compétences, hein, parce que donc là, on parlait du plan de loi de financement de la sécurité sociale, mais ils reconnaissent qu'on pourrait administrer sans prescription médicale un vaccin à des enfants de moins de 2 ans, qu'on pourrait prescrire et administrer pour les enfants et les adolescents. Voilà. Donc il y a quand même une reconnaissance, mais je pense qu'il faut du temps pour que toutes nos compétences soient prises en compte. Donc je vais passer la parole à monsieur Nicolas Vigneron. Alors je ne sais pas si vous nous entendez. Vous pouvez parler. Je vais essayer de vous débloquer le micro. Est-ce que là vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Merci Aurélien. Donc, Nicolas Vigneron, je vais vous laisser vous présenter. Alors, je suis conseiller informatique au sein de la CPM des Landes et notre métier, c'est d'accompagner tous les professionnels de santé sur l'utilisation des services en ligne. Donc, l'utilisation des services en ligne, ça va sur Amélie-Pro, c'est tout ce qui, au jour le jour, vous permet de communiquer avec l'assurance maladie. Donc, le souhait de l'URPS, et par le biais d'Aurélien, c'était que sur cette présentation que je vais vous faire, je vous détaille ce qu'est mon espace santé et quels sont les virages numériques qui sont en cours d'être pris. Donc là, dans un premier temps, on va voir ce qu'est mon espace santé qui est la suite du DMP, pourquoi il y a eu des choix qui ont été effectués pour redynamiser ce carnet de santé numérique. On verra que le patient a la possibilité d'alimenter différents documents sur son espace santé et différents professionnels de santé ont également la possibilité de faire des dépôts dessus. Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est le Ségur du numérique, donc en quoi ça comporte et quels sont les enjeux. On va vous faire une présentation de mon espace santé. Les droits d'accès également, parce que ça pose question au niveau de mon espace santé, qui peut voir quoi. On va voir également la messagerie sécurisée en santé. C'est un point important du Ségur du numérique qui permet de sécuriser les transmissions de données, que ce soit entre professionnels ou directement avec le patient. Et on verra également l'identité numérique en santé, l'INS, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui permet de sécuriser, c'est une identito-vigilance. Donc, on va pouvoir, Aurélien, si vous voulez, basculer sur Je vais juste remettre dans le contexte cette plateforme Mon Espace Santé va permettre de tracer les vaccinations. En fait, ça sera un espace service surtout pour les assurés. Oui. Et en fait, tous nos logiciels viendront il va vous expliquer, Nicolas. La vaccination, telle que je la connais aujourd'hui par le biais de Mon Espace Santé, elle est effectivement plus du côté usager. L'usager va avoir la possibilité sur son dossier médical d'alimenter les différents vaccins qu'il a eus et ça permettra comme ça aux professionnels de santé de visualiser les antécédents. Ça peut être les vaccins comme ça peut être les antécédents médicaux d'ordre plus général. Et à terme, quand les pharmaciens, quand les infirmiers seront touchés par le déploiement du Ségur du numérique, on pourra envisager à ce moment-là, quand vos logiciels seront à jour et intuitifs pour l'alimentation et la consultation de mon espace santé, d'avoir la possibilité de charger le type de document qui au jour le jour vous permet d'exercer, comme par exemple ces prescriptions de vaccins. Je vais être au conditionnel sur cette partie-là, étant donné que comme vous l'avez expliqué, on est sur un décret qui n'est pas encore sorti et en plus un Ségur numérique volet infirmier qui n'est pas encore déployé. Ça viendra et quand ça viendra, on sera sur le terrain pour vous accompagner, sous forme de webinaire ou en présentiel. Alors, je pense que vous voyez mon écran. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la main. Alors, dérouler les pages, je ne sais pas si je... C'est moi qui l'ai passé là? Non, c'est moi. Là, c'est vous. Pas grave, bougez pas, on va rester sur celle-ci. Okay. Donc là, on est sur le Ségur du numérique, en quoi ça consiste. Alors, le but, il était de généraliser le partage et de fluidifier les données en santé.
Mon espace santé arrive en relais du DMP. Le DMP, vous en avez tous entendu parler. Le DMP, c'est quelque chose qui n'a pas réellement fonctionné. Ça fait 15 ans, 20 ans même que ça a été mis en place. Il y avait deux freins pour l'alimentation du DMP. C'est que déjà, c'était compliqué d'alimenter pour les professionnels de santé et c'était compliqué à ouvrir pour l'usager lui-même. Ça fait beaucoup trop de compliqué pour que ce soit un système qui fonctionne. Donc, la stratégie de déploiement de mon espace santé, c'est de l'inclure dans un Ségur du numérique, faire en sorte que les éditeurs de logiciels intègrent l'alimentation du DMP de la façon la plus intuitive et facile au jour le jour. Donc ça, c'est la levée du premier frein, donc le problème d'alimentation pour le professionnel de santé. Et le problème d'ouverture pour l'usager, au lieu d'une démarche proactive où il fallait se déplacer en caisse primaire d'assurance maladie ou se déplacer dans un accueil à l'hôpital ou autre, ou en pharmacie, la démarche elle était différente, c'est qu'un courrier a été envoyé à l'intégralité de la population et si on ne s'opposait pas à l'ouverture de son espace santé, de façon tacite, automatiquement l'espace était créé. Donc il est créé, pas forcément activé parce qu'il faut quand même une démarche de la part de l'usager, mais en étant créé, ça permet au schéma que vous avez à côté, donc à la médecine de ville, aux pharmacies, aux établissements de santé, aux établissements médico-sociaux, aux centres d'imagerie, aux laboratoires et à la biologie, d'alimenter déjà les différents résultats sur le dossier Mon espace santé du patient. Donc ça veut dire que quelqu'un qui, mettons, est écarté du numérique pour diverses raisons, parce qu'isolé financièrement ou par manque d'intérêt, va malgré tout avoir son espace santé qui va être alimenté par les différents professionnels de santé qui vont intervenir le concernant, et ces éléments pourront être visibles pour d'autres professionnels de santé qui vont intervenir ponctuellement. Donc on est dans cette idée d'investissement historique, donc financé par le plan de résilience européen. Une idée de la marche à franchir, c'est le DMP, c'était 10 millions de documents déposés et on envisage de passer à 250 millions de documents échangés via DMP. Donc ça restera DMP côté professionnel, c'est toujours en jargon professionnel, c'est toujours le DMP. C'est avec la population qui avait besoin de marquer une rupture dans le nom en l'appelant Mon espace santé. Et ce programme, il a été co-construit donc avec les professionnels de santé, les éditeurs de logiciels, ça c'est lié au référencement Ségur, et les assurés qui ont également eu une pierre à mettre à cet édifice. Donc si on regarde le schéma que vous avez sur le côté, le lien, c'est la messagerie santé sécurisée, parce que ça permet effectivement d'échanger de façon sécurisée entre les différents corps de métiers en santé. Et vous avez, au niveau de cette pieuvre, l'INS qui apparaît à chaque fois, on y reviendra en toute fin de présentation, qui résume cette identito-vigilance. Il s'agit de s'assurer que chaque professionnel parle bien de la même personne. Vous devez avoir dans votre patientèle quelqu'un qui s'appelle René, mais qu'on appelle Yvonne, ou vice-versa. Donc le but, c'est de fiabiliser les données de santé qui sont intégrées dans mon espace santé, s'assurer que tout le monde parle de la bonne personne. Vous pouvez passer Aurélien. Donc les 4 fonctionnalités de mon espace santé, là, on se positionne plus du côté usager. La première fonctionnalité, c'est le dossier médical. L'idée de départ, c'est que le patient s'approprie sa santé en consultant et en alimentant lui-même des documents relatifs à sa santé. Ça peut être des ordonnances, des comptes rendus d'hospitalisation, des résultats d'examen de biologie, des résultats d'imagerie, et ça peut être également ces différentes vaccinations en cours. Ça, il va pouvoir l'alimenter lui-même dès l'ouverture de son espace santé. Il va pouvoir également alimenter un profil médical dans lequel il va noter ses antécédents médicaux, ses vaccinations, comme on le voyait, ses allergies, ses différentes mesures de santé. Il pourra également intégrer ses directives anticipées. Et cette brique s'appuie sur l'actuel DMP, dont l'historique est repris pour les anciens utilisateurs. C'est-à-dire que si vous aviez un DMP ou si l'usager avait un DMP dans le passé, les données récoltées et stockées dans le DMP sont reportées sur mon espace santé. La fonctionnalité également, c'est la messagerie de santé. On le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais la MS Santé permettait jusqu'à hier d'échanger entre professionnels de santé sur des données médicales. Avec mon espace santé, vous avez la possibilité d'établir un lien avec votre patient directement par cette messagerie et ça permet d'un contact sécurisé et non plus sur une boîte mail Yahoo, Orange ou autre
qui a du coup la sécurité qui est en question. Un catalogue de services également est en cours de déploiement qui permet de faire de la prévention, par exemple l'arrêt du tabac ou le manger-bouger. Les différentes données de coaching, par exemple, pourront être intégrées à ce catalogue de services. Et dans le temps, viendra un agenda également qui pourra regrouper les différents examens médicaux positionnés dans le temps. Donc là, le but, il est de générer une prise en main de la santé, faire en sorte que l'usager s'approprie ces données pour en être maître. Donc, je parlais tout à l'heure au niveau du jargon. Pour l'usager, donc rupture totale, excite le DMP, on parle de mon espace santé pour l'usager et la messagerie santé citoyenne également qui est intégrée dans mon espace santé. Pour le professionnel, on conserve le terme DMP. Vous verrez d'ailleurs, lorsque votre logiciel sera équipé en version Ségur, probablement courant de l'année 2024 d'après les échos, vous allez avoir dans votre logiciel une petite valisette DMP qui vous permettra, en cliquant dessus, d'alimenter directement le document sur l'espace santé de votre patient. Et côté professionnel de santé, là où sur l'espace santé on appelle messagerie citoyenne, de votre côté ça reste la MS Santé, la messagerie sécurisée en santé. Donc concrètement, quels usages et quels bénéfices? Alors pour le patient, c'est ce qu'on a pu voir au cours des précédentes pages, c'est consulter et stocker ses documents de santé. Il peut compléter son profil médical, donc renseigner ses allergies, ses traitements en cours, etc. Gérer un annuaire de professionnels de santé, c'est-à-dire que sur son espace santé, il va pouvoir créer un noyau de professionnels qui ont l'habitude de traiter ces pathologies et sélectionner donc un annuaire personnalisé. L'intérêt, donc, c'est un espace santé alimenté avec des documents clés à chacun de ces événements de santé. Donc, c'est à lui de sous-peser l'intérêt du document qu'il va intégrer. C'est un parcours de santé simplifié et numérique de bout en bout, parce que l'objectif du DMP et maintenant mon espace santé, c'est de dématérialiser ces données et rendre ces données accessibles par un plus grand nombre de patients et de professionnels aussi. Et ce sont des données stockées et échangées de manière sécurisée. Là où le DMP était hébergé sous la coupelle Microsoft, là on est sur un hébergement français. Les données sont hébergées sur des serveurs français. Donc côté professionnel, quels sont les avantages? Ça permet de consulter, de mettre à jour le dossier médical. Donc il peut alimenter des comptes rendus, il pourra alimenter des ordonnances quand l'ordonnance numérique sera et est en voie de déploiement sur le public pharmacien dans un premier temps. Les autres professionnels arriveront plus tard. Les résultats d'examen peuvent être également alimentés par le professionnel. Il peut recevoir et transmettre des documents à d'autres professionnels de santé. Ça, c'est par le biais de la messagerie santé sécurisée. Il peut échanger avec son patient. Là, c'est également par le biais de la messagerie santé, de façon entièrement sécurisée. C'est-à-dire que s'il a un document confidentiel avec des données de santé à transférer à son patient, eh bien, pourra le faire de façon complètement sécurisée. Donc l'intérêt, c'est accès simplifié aux informations médico-administratives, c'est améliorer la prise en charge et accompagnement, donc qui sera plus adapté grâce à une information plus précise et complète, et c'est faciliter la coordination au niveau des différents acteurs en santé qui interviendront. Si on prend l'exemple, alors aujourd'hui, ce sont surtout les médecins généralistes traitants qui ont accès, étant donné que les versions Ségur sont installées sur leur poste. Donc l'exemple que je vais vous donner va se rapporter à ces médecins généralistes. Si je suis en vacances sur l'île de Ré, par exemple, et que je viens avoir un accident de la voie publique, je ne suis pas en mesure d'exprimer mes antécédents, la coordination va être facilitée dans le sens où, à la lecture de mon DMP, mon espace santé, par DMP côté professionnel, le professionnel qui va intervenir ponctuellement va pouvoir avoir un visuel de mes antécédents, différentes allergies, par exemple, et du coup, adapter le traitement. Donc voilà pour cette page. Alors, les droits d'accès, la sécurité, c'est un point important. Alors, les droits d'accès sur la matrice d'utilisation, la matrice d'habilitation, un infirmier coche quasiment, mais à une ou deux cases près, toutes les possibilités de lecture des documents qui seront alimentés sur mon espace santé. Donc, ça permet de consulter des documents contenus sur le profil patient. Un exemple, par exemple, un pédicure podologue n'aura pas accès au rapport d'accouchement. Tout est fragmenté dans mon espace santé.
quand vous vous identifiez avec votre carte CPS, votre secteur d'activité est du coup déduit et l'habilitation en découle. Donc, vous allez pouvoir déposer des documents et des informations que vous jugerez utiles pour la prise en main et la prise en charge, surtout coordonnée du patient. Vous allez également pouvoir supprimer des documents, mais uniquement dont vous êtes l'auteur. Vous allez pouvoir masquer des documents si jamais un patient vous demande de masquer pour X ou Y raison une donnée de santé. Vous allez pouvoir consulter l'historique des soins, ça c'est quand vous interviendrez ponctuellement et que vous avez besoin d'un résumé des différents antécédents, et vous allez pouvoir consulter et ajouter une vaccination. Ça touche le cœur de ce webinaire, mais ça reste en suspens pour moi, étant donné que la version Ségur Infirmier n'est toujours pas déployée. Donnée importante, toute action d'un professionnel de santé donnera lieu à une notification par email. C'est-à-dire que si un professionnel de santé, sans mon accord, se connecte à mon espace santé, je recevrai une notification comme quoi Dr Dupont s'est connecté le 21 février à 14h40 pour telle raison. Si le docteur Dupont n'est pas mon médecin, il va falloir qu'il se justifie de cette connexion. Ça permet de garder un historique des connexions établies sur l'espace santé. La messagerie sécurisée en santé, on l'a vu au cours des précédentes pages également, donc vous pouvez dérouler, Aurélien, si vous voulez. Vous avez sur le côté gauche ce qui était avant cette messagerie santé, c'est-à-dire que c'était un lien entre professionnels, et à droite de l'écran, vous avez ce qu'est maintenant l'utilisation de la messagerie santé. Donc, c'est la possibilité d'échanger toujours avec un professionnel, mais c'est également la possibilité d'échanger avec un patient différentes données de santé. C'est important, ça ne fonctionne que dans un sens, c'est-à-dire que c'est uniquement le professionnel de santé qui peut solliciter un mail par le biais de la MS Santé, mais ce n'est pas le patient qui va pouvoir interpeller le professionnel de santé par rapport à ce canal. Le professionnel de santé ouvre un échange par le biais de la messagerie citoyenne, l'échange se mène et le professionnel de santé peut à tout moment clore l'échange, ce qui veut dire que le patient ne pourra plus rentrer en contact avec lui sans que lui-même soit à l'initiative. Et l'INS, c'est ce qu'on voyait en début. Le but, vous avez compris que le noyau numérique représentait une place importante dans ce Ségur. Donc le but, c'est de fiabiliser l'identification numérique de chaque patient. Donc ce qu'il va falloir faire, et petit à petit, tous les acteurs en santé, de toute façon, s'y mettent. C'est le médecin traitant, l'hôpital, le laboratoire, le centre d'imagerie, le pharmacien, aura à faire un contrôle, une vérification plutôt, les termes sont importants, une vérification d'identité sur une pièce haute confiance. Il va falloir qu'il vérifie que les données qui sont inscrites sur son écran soient bien les mêmes que sur la carte d'identité, le passeport ou le permis de conduire du patient. Donc, il apportera cette coche sur son logiciel métier, INS vérifié. Une fois que l'INS sera vérifié, les petits segments que vous avez entre chaque professionnel liés à mon espace santé seront ouverts et les documents pourront être alimentés. Si le patient n'est pas en mesure de présenter cette pièce haute confiance, les segments numériques ne pourront pas du coup être actifs, étant donné que l'identité numérique du patient n'est pas vérifiée. Donc, les documents, on n'est pas certain qu'ils soient alimentés à la bonne personne, donc les segments seront coupés. L'INS, c'est une vérification qui est à effectuer une seule fois. Une fois que vous l'avez effectuée, vous, en tant que professionnel, la question ne vous est plus posée. Donc, vous avez à l'écran nos coordonnées. Donc, nous sommes pour l'instant 4 à intervenir dans ce service, donc en tant que conseiller informatique service, bientôt délégué numérique en santé. Vous avez le numéro de téléphone 3608 qui permet de vous accompagner sur une question de remboursement, sur une question d'indu ou de cotation, par exemple. Vous avez votre délégué d'assurance maladie également que vous connaissez. Et comme je vous disais, nous, on est là en appui pour tout ce qui est numérique. On est là pour vous accompagner sur l'usage des téléservices, faire en sorte que le papier disparaisse petit à petit de vos pratiques. On est d'accord que de toute façon, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, hein, l'usage du numérique. Et pour les auditeurs qui sont présents et qui sont landais, vous avez notre adresse mail pour nous solliciter, encore une fois, sur le volet numérique. Vous avez également la possibilité, pour les landais, de vous connecter sur YouTube à la chaîne CPM des Landes, donc vous vous connectez, et vous avez les webinaires, donc les replays de nos webinaires
à l'attention des professionnels de santé, à l'attention des employeurs aussi. Et vous pouvez voir du coup quel sujet vous souhaitez écouter. Il y a par exemple pour l'instant mon espace santé qui a été présenté au médecin traitant, qui est enregistré. Et vous avez également l'ordonnance numérique et l'application carte vitale qu'on viendra peut-être vous présenter au cours d'un webinaire URPS, mais qui est disponible à la relecture sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous connecter. D'accord. Merci, Monsieur Vigneron. Avec plaisir. Par rapport pour remettre dans le contexte de la vaccination, par rapport mon espace santé, en fait, il y a nos logiciels métiers qui peuvent déverser dans mon espace santé, mais il y a aussi d'autres logiciels, Oui. d'autres plateformes qui peuvent déverser aussi les informations dans mon espace santé, c'est ça? Alors là, ça reste du coup le point d'interrogation et effectivement, vous m'avez informé que mesvaccins.net avait la possibilité, C'est je ça. ne connais pas la mécanique, mais aurait la possibilité de déposer des documents donc, relatifs à la vaccination sur le DMP. Et ces importations se feraient de façon simplifiée. L'idée du Ségur, de toute façon, elle est là. C'est faire en sorte que les données de santé puissent être transposables sur le DMP, donc lisibles pour tous les professionnels de santé de façon simplifiée, et par l'usager également. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre sur l'onglet conversation et puis on répondra à la fin à toutes les questions. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie qui sont sur les questions qu'on se pose en tant qu'IDEL parfois dans la vaccination. Donc, on va commencer par les différents types de vaccins. Voilà, il existe différents types de vaccins. Donc là, vous avez les deux plus courants, les vaccins vivants atténués, les vaccins vivants inactivés. Et donc, depuis le Covid, on a vu arriver le vaccin ARN, qui est plutôt rare, celui-là. Voilà. Donc, on a surtout les anciens. Alors, vous allez remarquer que les 14 vaccins dans la liste que l'on peut administrer sans prescription médicale sont dans des vaccins inactivés. On a beaucoup de vaccins inactivés dans cette liste. Bien sûr, on n'a pas le choléra et la leptospirose, c'est plutôt rare. Mais on a les principaux. Voilà. Donc, au niveau des cibles, un vaccin va cibler soit un côté viral, soit un virus, soit une bactérie. Voilà. Alors, par rapport à une deuxième question qu'on peut se poser, ce qui s'est beaucoup posé pendant le Covid, est-ce qu'on peut vacciner en même temps ou pas? Les associations possibles. On en a beaucoup parlé entre infirmiers dans nos cabinets, sur les chats. Donc, les règles des associations vaccinales simultanées, déjà, pas le même site d'injection. Donc, il faut faire des cycles d'injection différents. Il faut mieux les deux deltoïdes. Dans certaines recommandations HAS, disent qu'on peut faire au même endroit avec 2,5 cm d'écart. Après, ce qui est bien, c'est un vaccin dans chaque bras. Voilà. Ça, c'est par rapport au site. Au niveau du type de vaccin, voilà, ce qui est important de retenir, c'est que les vaccins inactivés entre eux, donc les vaccins que nous, on peut administrer sans prescription médicale, mais entre eux, les deux vaccins inactivés, on peut les administrer simultanément. Voilà. Il n'y a pas d'intervalle au niveau temps. On peut les faire tout de suite. Il n'y a pas de problème. Après, pour un vaccin inactivé et un vaccin vivant, c'est pareil. Il n'y a pas de délai. On peut les administrer simultanément. Pour des vaccins vivants entre eux, là, on peut les administrer simultanément. Par contre, si on veut faire un vaccin aujourd'hui et le faire le deuxième dans 15 jours, mais en fait, on ne peut pas. Il faut attendre 4 semaines d'intervalle entre les deux vaccins. Alors là, un schéma vaccinal, si le schéma vaccinal est interrompu, faut-il reprendre à zéro? Eh bien non. En fait, notre système immunitaire est super bien fait et mais il existe une mémoire immunitaire à l'intérieur de notre corps. Et donc, on n'a pas besoin de reprendre tout le schéma vaccinal, toutes les injections. En fait, on va reprendre le schéma vaccinal
où il s'est arrêté. Voilà. On va reprendre exactement la même fréquence que ce qu'on aurait dû faire. Voilà. Donc là, vous avez les 3 clés du rattrapage vaccinal. Donc, on reprend le schéma quand il y a une interruption dès que possible. Rattraper aussi vite que possible, privilégier l'utilisation des vaccins combinés. C'est ce que on va le revoir après. Il y a des vaccins où il y a plusieurs vaccins dedans. Et donc, il faut privilégier ces vaccins. Donc là, vous avez la recommandation HAS ou utiliser des sites différents lors de l'injection multiple, espacés d'au moins 2,5 cm. Donc, il faut privilégier le deltoïde pour injecter, chez les grands enfants, chez les ados et adultes, et la face antéro-latérale de la cuisse chez les nourrissons. Les injections dans les fesses sont à proscrire. Et la troisième clé de rattrapage, c'est qu'il faut protéger en priorité contre les maladies les plus graves. La coqueluche, les infections invasives, la rougeole, l'hépatite B, tétanos, HPV sont vraiment une priorité en France aujourd'hui pour la vaccination. Alors, il y a des recommandations à HAS justement par rapport à ce rattrapage vaccinal en population générale qui ont été mis en place. Alors, vous pouvez retrouver ces fiches sur le site internet de l'URPS. Il y a un onglet vaccination et vous allez retrouver tous les documents qu'on cite. Et vous avez aussi une recommandation par rapport au rattrapage vaccinal chez les migrants primo-arrivants. Quand on ne connaît pas le statut vaccinal d'une personne, comment on fait? Voilà, la recommandation, vous avez toutes les recommandations, la démarche pour vacciner ces personnes-là. Donc ces documents, vous pouvez les retrouver soit sur le site de la HAS, soit sur le site de l'URPS. Alors, quels sont les vaccins disponibles en pharmacie? Alors, en fait, il existe... alors là, vous avez une liste de vaccins qui sont disponibles en pharmacie. Il faut savoir que la liste des vaccins autorisés en France est plus grande, mais que, on va dire que là, dans cette liste, vous avez peut-être les 2 tiers. Il y a un tiers en fait, qui ne sont pas développés en France, mais qui ont l'autorisation sur le marché français. Donc là, vous avez les plus courants. Et alors, ceux qui sont en rouge, c'est ceux que nous, aujourd'hui, on ne peut pas administrer sans prescription médicale parce que, par exemple, l'infection et l'infanterie, c'est exact. Mais vous avez la poliomyélite et l'hémophilus influenzae type B, voilà, qui n'est pas dans notre champ d'administration sans prescription médicale, et l'aurore, voilà, qui est surtout pour les enfants jeunes. Voilà. Donc voilà les principaux. Donc quand on parlait de vaccins combinés, voilà, c'est vraiment comme le Repevax, le Revaxis, Tetravac, le Boostrix, Tetra, où en fait vous avez un petit cocktail de vaccins. Voilà. Le calendrier vaccinal que je vous ai parlé tout à l'heure, où vraiment, voilà, il faut s'y référer, c'est la petite Bible pour savoir si votre patient est à jour. C'est justement, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais quand on va avoir des patients, c'est vrai de leur poser la question, vous êtes vacciné, est-ce que vous êtes à jour des vaccinations? Vous regardez sur votre petit calendrier vaccinal, vous discutez avec le patient. L'approche vers le patient change et on va devoir aller vers les patients. On ne va plus être sous prescription médicale au niveau de ces 14 vaccins. Et donc, on va pouvoir jouer notre rôle de santé publique. On va passer aux questions-réponses. Alors, je vais juste désactiver. Alors, Corinne, je ne sais pas si tu as des questions. Alors oui, je vois une question posée par Frédéric. Est-ce que l'extension vaccinale aujourd'hui est liée à la cause de la crise Covid? Alors, je pense indirectement oui, parce que Oui, je pense, oui. on a quand même réussi, voilà, on a vacciné massivement la Je pense qu'on a, population. oui, puis je pense qu'on a pris conscience peut-être qu'on était des cibles.
et qu'il y avait peut-être un peu trop de négligence par rapport à la vaccination, effectivement, ça c'est clair. Ouais. Est-ce que la vaccination fait partie de notre rôle propre? Mais aujourd'hui, non. Alors oui, oui et non. Parce qu'en fait, oui, c'est pas marqué clairement que c'est notre rôle propre sur le texte, mais en même temps, on est plus sous prescription médicale. Donc, je pense que oui, il va rentrer dans notre rôle propre, ouais, à plus ou moins long terme. Oui, un jour on pourra le prescrire sûrement. Alors, je ne pense pas que l'espace santé fasse doublon. Je ne pense pas. Alors, c'est parce quoi que, la question? alors, mon espace santé ne risque-t-il pas de faire doublon avec des applications qui existent déjà comme Paco? Alors déjà, Paco Globule, c'est pas étendu au niveau national, déjà, Ouais. alors que l'espace santé, oui. Et Peut-être puis, Monsieur Vigneron va pouvoir Alors, répondre. ouais, c'est effectivement une question qui est légitime, hein, parce qu'au moment où on a découvert les acteurs en santé et au moment où on a rencontré les EA, je vous avouerai qu'on s'est posé la question également. Mais Paco Globule va être un échange par le biais d'une messagerie sécurisée où différents acteurs en santé qui vont intervenir ponctuellement vont pouvoir faire leur propre réseau ponctuel. Donc, c'est effectivement un outil de coordination plus avec un tissu local, alors que mon espace santé, on va être sur quelque chose qui va être plus vaste, plus national. Et l'avantage aussi, ou du moins le point de différence qu'il y a avec Paco Globule, c'est que Paco Globule intègre également la sphère sociale, qui peut intervenir, vérifier, regarder, consulter et être au courant de données de santé, là où mon espace santé restera purement le carnet de santé universel, donc national, du patient. Paco Globule, encore une fois, c'est concentré sur un point et ça permet de faciliter la coordination. est-il possible de vacciner hors CPTS, MSP, ESP? Oui, 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 bien sûr, bien sûr, il y a aucun problème. Ça fait partie de notre travail tout à fait, infirmier. d'infirmier, Mm. et donc potentiellement qui va rentrer vraiment dans les textes, dans notre rôle propre. Et, et oui, oui, on n'a pas besoin d'être en MSP, en CPTS Ouais, ou ESP tout pour à fait. vacciner. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions arriver. Ok. Donc, je vais repartager le diaporama. Tac. Tac. Alors, pour aller plus loin sur la vaccination, des petits conseils, des petits endroits où aller chercher des informations. Le site internet de l'URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine, vous avez vraiment une page dédiée qui a été mise en place depuis ce matin sur la consultation infirmière de vaccination. Donc, vous allez retrouver tout ce qu'on a dit, les documents, texte législatif, le courrier patient. Vous pouvez retrouver, alors, d'ici quelques temps, tous les replays en fait, des 4 webinaires sur la vaccination, d'autres replays aussi, un webinaire sur l'installation libérale. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook, la page LinkedIn de l'URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine pour recevoir les informations de l'URPS. Vous rapprocher des organismes de formation parce que je pense qu'il y a déjà des organismes de formation qui font des formations sur la vaccination, mais je pense que ça va être une formation qui va être assez demandée dans les prochains mois. Aurélien, il me semble qu'on en avait discuté des calendriers vaccinaux cartonnés. Oui, il me semble qu'il y a un site. En fait, sur le site internet de l'URPS Infirmiers Nouvelle-Aquitaine, en fait, il y a le calendrier vaccinal et il va être mis aussi un petit calendrier, un petit carnet de vaccination aussi pour les patients. Voilà. On a des patients âgés qui ne Oui, mais peuvent là, pas la aller sur question est Internet. vraiment ciblée cartonné, pas papier, pas quelque chose que tu imprimes. Est-ce qu'il y a des sites où tu peux commander? Oui, après, c'est sur le site Oui, alors on en avait discuté, c'est pour ça que vaccination. oui. Alors attends, je recherche aussi. On va vous donner la réponse. Donc après, vous rapprochez aussi du site mesvaccins.net.
qui est un outil de traçabilité, donc on en a parlé, de vaccination, et qui aide à la décision. Et vous allez avoir une mine d'informations sur la vaccination. C'est vraiment un site qui est vraiment très très bien fait. Le dernier webinaire, le 4e webinaire du 21 mars, on aura le professeur Koch qui a fondé ce site internet. En fait, cet outil a été acté par l'Agence régionale de santé comme outil de traçabilité de la vaccination en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, normalement, pour utiliser cet outil, il faut payer un abonnement. Pour les néo-aquitains, l'Agence régionale de santé prend en charge cet abonnement. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous inscrire normalement. On ne va pas vous demander de payer un abonnement. Voilà. Et vraiment, vraiment, un site qui est vraiment très, très bien fait. Donc là, c'est nos prochains webinaires. Juste pour vous rappeler, donc la semaine prochaine, on a la vaccination des enfants et ados. Donc le jeudi 9 mars, on a la vaccination des adultes et patients à risque. Et le mardi 21 mars, on a la traçabilité de la vaccination en pratique. Donc avec l'outil de mesvaccins.net. Voilà. Je ne sais pas si Alors, il y a une question. Alors, il y a une question aussi sur est-ce qu'il va y avoir un focus de prévu sur certaines vaccinations? Comment? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il est prévu des focus pour certaines vaccinations? Des focus sur certaines vaccinations au niveau URPS, je pense. Bonne question. Alors, je pense qu'on parle de formation. Je pense que c'est ça la question. Je pense, est-ce qu'il va y avoir des points d'information qui vont nous aider au passeport vaccinal? Parce qu'effectivement, selon les âges, c'est pas les mêmes. Justement, dans les prochains webinaires, par exemple, voilà, vous avez on va aborder les enfants ados. La vaccination des enfants, c'est plus aujourd'hui à titre informatif, même si on peut les vacciner sous prescription médicale. Mais c'est surtout focus HPV, parce qu'aujourd'hui, l'HPV est dans nos 14 vaccins qu'on peut administrer sans prescription médicale. Et c'est un enjeu majeur pour la population, on va dire, des ados entre 11 et 13 ans. Donc, vous avez déjà un focus HPV. Et par rapport à la vaccination des adultes, vous avez le docteur Jean Chiriot qui sera là au webinaire du jeudi 9 mars, qui expliquera aussi qu'il y aura des focus, donc il y aura des focus sur les différentes vaccinations dont on doit s'emparer. Voilà. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir répondu à ce premier webinaire sur la vaccination. Merci à Monsieur Vigneron de la CPM des Landes d'avoir intervenu. Avec plaisir, merci à vous. Merci à vous. Merci à Corinne aux questions. Et merci aux collaborateurs qui ont travaillé pour rendre possible ce webinaire. Et donc, nous informer, nous les IDEL, et c'est important pour nous à l'URPS. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis dans une semaine pour le prochain webinaire. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.